Imagine que tu es un oiseau survolant le territoire viking. Que vois-tu? Commence par cette maison tout à fait typique. Les maisons des vikings sont en bois, avec des toits de paille ou de tourbe. Tous les membres de la famille vivent, mangent et dorment dans la même pièce. La cuisine se fait à l'intérieur sur un foyer ouvert, situé au centre de la pièce. Ces tonneaux-là sont utilisés pour conserver les aliments qui ont été fumés, marinés ou saumurés. Les Vikings se nourrissent des nombreux produits de l'agriculture, mais aussi de la chasse et de la pêche. Dans ce petit village, tu peux voir bien d'autres constructions. Certaines sont utilisées comme entrepôts ou comme étables. D'autres abritent les ateliers d'habiles artisans, comme ce forgeron. Avec ses ouvriers, ils fabriquent des couteaux, des haches, des marmites et des armes. Les artisans travaillent également en plein air. Tu vois ces constructeurs de navires? Ils finissent un long vaisseau appelé drakkar. C'est un navire de guerre très rapide qui permet de remonter les fleuves pour attaquer des villes situées loin à l'intérieur des terres. Les Vikings sont un peuple habitué à sillonner les mers, mais pas seulement pour se lancer dans des expéditions guerrières. Ces marchands, de retour de Russie et de Turquie, rapportent une grande variété de produits exotiques à vendre. Les voyageurs rapportent également des idées nouvelles. Le christianisme est très répandu, mais les Vikings continuent de pratiquer leur culte païen et d'honorer leurs nombreuses divinités. En effet, les Vikings croient que la Terre est plate et entourée par un océan, dans lequel vit le grand serpent-monde. Après leur mort, les méchants vont en enfer, appelé Hel, dans un lieu souterrain, sombre et glacé. Les bons, eux, vont à Asgard, qui est le séjour des dieux dans les cieux. Un esclave a une vie très pénible. Dès l'aube, il doit se lever pour allumer les braises du feu. Ensuite, il doit nourrir les bêtes, nettoyer les écuries et les étables. Les esclaves prennent leur repas à l'écart tout au bout de la table. Enfin, l'esclave dort là où il peut, en général par terre ou avec les bêtes. Il est impossible de faire du pain sans farine. Et pour faire de la farine, tu dois, tout d'abord, moudre du blé ou de l'orge dans une meule de pierre comme celle-ci, que l'on appelle moulin à bras. Les grains sont écrasés par la rotation de la pierre du dessus sur celle du dessous. Ensuite, tu mélanges la farine ainsi obtenue avec de l'eau pour faire ta pâte. Puis, tu pétris la pâte dans un grand pétrin de bois avec un reste de celle que tu as conservée de la cuisson précédente. Car c'est elle en effet qui contient la levure qui fera lever ta pâte. Pour que la levure fasse son effet, il faut bien la travailler. Ensuite, tu façonnes des miches que tu laisses reposer encore un peu. Elles sont alors prêtes à cuire. Enfin, tu poses chaque miche sur une grille à longs manches au-dessus des cendres chaudes pour que le pain cuise lentement. L'année agricole commence en avril avec la fonte des neiges. C'est le moment du labour et des semailles. Au début du printemps, il faut réparer les murs qui entourent la propriété aux endroits où le gel les a endommagés. Vers la fin du mois de mai, les agneaux sont sevrés et on tond les moutons adultes. Des millions d'oiseaux de mer ont l'habitude de nicher sur les falaises près de la côte. C'est en mai ou en juin que l'on ramasse leurs œufs. Pendant le plein été, les bêtes produisent beaucoup de lait avec lequel on fait du beurre et des fromages à pâte molle. On transporte les produits laitiers vers la côte pour les vendre ou les échanger contre du sel et du poisson. En août, on coupe les foins et l'on récupère jusqu'au moindre brin d'herbe. Début septembre, c'est le temps de la moisson. On laisse alors le bétail brouter le chaume laissé dans les champs. En octobre, l'hiver approchant, il faut rassembler les troupeaux, car certaines bêtes ont pu s'égarer. Puis vient le temps de faire des réserves de combustible pour l'hiver. On coupe alors des arbres et on empile des plaques de tourbe. En automne, il faut aussi abattre un très grand nombre de bêtes, puisqu'il n'y a pas assez de foin pour les nourrir toutes. On conservera leur viande dans du sel. Comme on a tellement de viande fraîche à se mettre sous la dent, c'est alors l'époque des grands festins et des banquets de mariage. Si les moutons et les chèvres ne peuvent rester dehors durant les nuits d'hiver, ils sortent tout de même dehors pendant la journée pour brouter l'herbe en dégageant la neige.
En revanche, les vaches doivent rester à l'abri jour et nuit. C'est pourquoi on les garde dans des étables pendant toute la saison d'hiver. Tous les travaux d'intérieur, comme la fabrication des outils ou la réparation des navires, se font durant la longue, froide et sombre période hivernale. Le forgeron travaille le fer au marteau après l'avoir chauffé. Son ouvrier attise le feu à l'aide d'un soufflet. Le forgeron sait fabriquer tous les objets en fer dont tu as besoin. Les couteaux, les haches, les poêles, les clés et même les cadenas comme celui-ci. Un forgeron particulièrement habile se spécialisera aussi dans le damasquinage. Ici, il prépare cette hache à recevoir des incrustations d'argent. Le motif est ciselé sur la lame de fer et l'argent est incrusté à l'aide d'un marteau. Les forgerons fabriquent également des épées. Si tu veux te procurer une épée de grande qualité qui ne se tordra pas, tu dois t'adresser à un forgeron qui maîtrise l'art du damasquinage. Le forgeron commence par chauffer les tiges de fer jusqu'à ce que leur surface se transforme en acier. Puis il entrelace plusieurs tiges d'acier et de fer. En travaillant les métaux au marteau, les deux couleurs de l'acier et du fer forment un motif. Enfin, pour finir, le forgeron ajoutera à cette magnifique lame une poignée superbement ouvragée. Pour fabriquer des broches, on coule du bronze ou de l'étain dans un moule qui est lui-même taillé dans de la pierre de savon. Voici un joli pendentif décoré de filigrane. Si tu comptes l'acheter, vérifie qu'il est bien en argent massif. On obtient les motifs du filigrane en faisant fondre du fil de métal dans un moule que l'on met à chauffer. Le résultat est une forme de chapelet composée de petites perles. Le chef d'une famille viking aisée est particulièrement actif. Le voici qui commence sa journée en allant surveiller dans les champs le bon déroulement de la moisson. Puis il passe 1 heure à apprendre à son fils l'art du combat. Il lui montre comment se servir d'un bouclier pour se défendre. Il prend ensuite la parole au Thing, une assemblée locale qui décide des questions importantes. À présent, les femmes de la maison viennent saluer leurs compagnons qui partent pour une expédition guerrière. La plupart des maisons sont en bois. Pour la construire, on commence par enfoncer 4 poteaux corniers sur lesquels on fixe 4 solides traverses. Ensuite, on monte les pignons et on utilise un bois plus léger pour la charpente et les montants. Des pieux sont alors dressés entre les montants, tout en laissant une ouverture pour la porte. Puis on glisse des branches de noisetier entre les pieux. C'est ce que l'on appelle clayonner. Le toit, lui, est en paille, en roseau ou en bruyère, et le sol est en terre battue. Les petits morceaux de viande sont généralement grillés. Les gros morceaux, eux, nécessitent un autre mode de cuisson. Tout d'abord, tu commences par creuser un trou dans le sol et tu le tapisses de bois. Tu auras pris soin en même temps de mettre quelques grosses pierres à chauffer sur le feu. Puis tu remplis ton trou d'eau et tu y plonges la viande. Tu peux aussi l'assaisonner selon ton goût avec du sel et des herbes aromatiques. Si tu veux porter de l'eau à ébullition, tu te serviras de pierres chaudes. Et si, par exemple, tu veux cuire une pièce de viande de 5 kg, pense qu'il te faudra à peu près 3 heures de cuisson. Mais tu peux également cuire la viande selon une autre méthode. Tu places alors ta viande dans un trou que tu remplis de braise chaude et que tu recouvres de terre pour bien conserver la chaleur. Néanmoins, les meilleurs morceaux se font cuire à la broche, que tu tourneras fréquemment pour qu'ils cuisent lentement mais régulièrement. Chaque matin, tu conduis ton véra sur le pré devant la ferme. C'est le seul animal à avoir le droit de manger l'herbe la plus grasse. Mais tu dois aussi t'occuper des cochons, des poulets et du ménage. Aujourd'hui, par exemple, il y a du poisson frais à vider et à préparer pour le faire sécher. Tu veilles donc à la bonne exécution de tous ces travaux. Quant au tissage, il occupe tout ton temps libre, car les tissus sont l'un des rares produits que tu puisses proposer aux marchands étrangers. Quand vient le soir, tu traies les vaches, et au moment des gros travaux, comme la fenaison, tu dois travailler dur dans les champs.
Les femmes vikings sont de très habiles tisserandes. Pour tisser du galon, on fait passer les fils de chêne de différentes couleurs dans des trous percés dans une série de blocs en bois appelés plaquettes, d'où le nom de métier à plaquettes. La tisserande accroche une extrémité de son ouvrage à la taille et l'autre à un objet fixe. La torsade formée dans le tissu se répercute sur les fils de chêne qui ainsi produisent le motif. Pour vendre le tissu, on se réfère aux mesures du corps. Par exemple, une coudée correspond à la distance du bout des doigts jusqu'au coude. Alors prends garde à ne pas tomber sur quelqu'un qui a les bras trop courts. La première tâche des constructeurs de navires consiste à surveiller la croissance des arbres et à sélectionner les fûts, c'est-à-dire les troncs dont les formes sont les plus appropriées. Ils débitent ces troncs de chêne en planches émincées sur le côté et conservent le bois d'œuvre dans de l'eau pour qu'il ne gondole pas. La quille, qui constitue la véritable armature du navire, est montée en premier. Les planches incurvées sont utilisées à chacune des extrémités du navire pour former la poupe à l'arrière et la proue à l'avant du navire. Elles sont fixées à la quille à l'aide de joncs. Ensuite, les côtés du bateau sont élevés à l'aide de longues planches appelées bordages. Chacune est taillée en fonction de l'endroit où elle sera placée. Lorsque la coque est terminée, on ajoute des renforts intérieurs pour consolider l'ensemble. Puis les bordages sont assemblés à clin et ajustés à l'aide de rivets de métal. Un calfatage de laine goudronnée, placé entre les planches, assure l'étanchéité du navire. On perce alors des trous pour les rames et chaque trou dispose d'une fermeture à pivot. Enfin, la gouverne est assurée par une rame gouvernail placée latéralement à l'arrière. Le mât, lui, est étayé dans une énorme pièce de bois appelée étambret. Un chef puissant a décidé de mener une expédition guerrière. Avant toute chose, lui et ses compagnons prêtent serment de loyauté. Chaque guerrier est responsable de son propre équipement qui se compose d'une épée, une lance, un bouclier et un casque. La tactique des Vikings repose essentiellement sur la surprise. Les navires, de faibles tirants d'eau, remontent aisément les fleuves à l'intérieur des terres et permettent d'attaquer les villages. Les pirates vikings n'ont aucune difficulté pour accoster. Ils échouent tout simplement le navire et sautent à terre dès que la quille a touché le fond. Car les navires sont conçus de façon à permettre aux guerriers et aux chevaux d'embarquer et de débarquer facilement. Ainsi, suffisamment souple pour débarquer sans encombre les animaux, le navire n'en conserve pas moins une grande stabilité. Quand ils sont en terre étrangère, les pirates se montrent sans pitié avec les villageois qui les implorent de les épargner. Ils capturent les chevaux sur place pour transporter leur butin, rassemblent les esclaves, puis s'en retournent au galop jusqu'aux bateaux qui les attendent. La traversée des terres du Nord est plus facile en hiver, car les traîneaux tirés par des chevaux glissent bien sur la neige. Si tu voyages à pied, tu dois utiliser des skis. Sinon, prends garde à toi, tu risques de tomber dans les crevasses. Tu peux également traverser les fleuves gelés grâce à des patins que tu auras fabriqués en accrochant des morceaux d'os à tes chaussures et en t'aidant de bâtons pointus. Pour faciliter les transbordements des colis les plus lourds, les chariots et les traîneaux sont équipés de compartiments amovibles que l'on peut charger directement sur le bateau. S'ils en ont les moyens, les Vikings voyagent à cheval. Mais les routes et les ponts sont rares et n'existent que sur les itinéraires les plus importants. C'est pourquoi il faut généralement traverser les fleuves à gué. Parfois, les endroits peu profonds où l'on peut traverser la rivière sont signalés par quelques pierres dressées. Les femmes conduisent souvent les chariots qui transportent les biens des familles vikings. Les hommes, eux, préfèrent aller à cheval. Les païens pratiquent beaucoup de sacrifices d'animaux. D'ailleurs, ils exposent leurs offrandes au-dessus de leur porte d'entrée, à l'extérieur de leur maison. Ce sont les chefs régionaux qui professent la religion de leur maison ou en plein air, parfois même dans des bois sacrés. Les Vikings voient en Thor, le dieu du tonnerre, un ami des hommes. Comme le fait justement ce marin, tu peux toujours l'appeler à l'aide en cas de danger. Frey, lui, est le dieu de la prospérité et de la fécondité. C'est pourquoi on boit en son honneur dans les banquets de mariage.
L'hygiène ne semble pas avoir été une préoccupation majeure des Vikings. Voici ce que raconta un témoin après avoir assisté à la toilette de marchands vikings. Tout d'abord, un esclave apporta un bassin rempli d'eau. Un des Vikings se lava le visage et les cheveux. Ensuite, il éternua et se moucha dans l'eau. Puis il passa le bassin au Viking suivant. Le bol circula ainsi jusqu'à ce que tous les Vikings se fussent lavés les cheveux et mouchés successivement. Et cela tous dans le même bassin et la même eau. Ah! Un grand chef viking est mort. Il ne sera pas enterré seul. L'une de ses esclaves doit donc se porter volontaire pour l'accompagner dans la mort. Pendant 10 jours, 2 servantes vont s'occuper d'elle et elle passera cette période à boire et à chanter. Pendant qu'on lui confectionne des habits spéciaux, le chef repose dans une tombe provisoire. Puis, le jour des funérailles, on tire son bateau sur le rivage et on le place sur un bûcher. On dresse à bord du bateau une tente dans laquelle on dispose quantité de tapis et de coussins. Ensuite, on exhume le corps du défunt, on l'habille de riches vêtements et on le dépose dans la tente. On sacrifie alors 2 chevaux, 2 vaches, un chien, un coq et une poule que l'on place à côté de lui. Après quoi, hissée au-dessus d'un portique de bois, l'esclave dit qu'elle peut voir le paradis. On la conduit donc sur le bateau, on lui fait boire une boisson alcoolisée et elle fait ses adieux au monde en chantant avant d'être sacrifiée à son tour. À ce moment-là, le plus proche parent du défunt allume le brasier qui met le feu au bateau. Une fois que les cendres sont refroidies, on plante un pieu gravé au nom du défunt sur le tumulus de terre qui recouvre ses cendres. Qu'est-ce qui peut bien conduire une famille viking à crier vengeance ? Prenons un exemple et disons qu'un dénommé Bjorn offense un dénommé Harald. Harald se saisit alors de son épée et tue Bjorn. Dès lors, un témoin court prévenir les parents de Bjorn. La famille se réunit pour décider s'il faut accepter un dédommagement pour cette mort injuste ou s'il faut se venger. Ici, la famille choisit la vengeance. Alors, le frère de Bjorn s'en prendra peut-être à un parent de Harald qu'il tuera. En représailles, un membre de la famille de Harald s'en prendra à son tour à un parent de Bjorn. Et ainsi de suite, ils vont se trucider à qui mieux. Après plusieurs mois, les familles choisissent de mettre tout de même un terme à ce carnage. Et elles consentent à laisser les juges régler non seulement le différend, mais aussi décider des dédommagements mutuels. Comment fais-tu pour t'orienter lorsque tu navigues en pleine mer ? Cela peut s'avérer délicat si tu n'as pas d'instrument de navigation, pas même une simple boussole. Aussi, tu n'as pas d'autre choix que de garder la côte en vue pour essayer de te repérer. Si tu navigues au grand large, tu dois regarder la position du soleil. Lorsque le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel, tu te diriges vers le sud. Plus ce point se rapproche de la ligne d'horizon et plus tu te diriges vers le nord. Donc, en mesurant la hauteur du soleil par rapport à la ligne d'horizon, tu peux savoir à quelle altitude tu te trouves. Tu peux aussi te fier à d'autres repères pour déterminer ta position. Ainsi, le vol des oiseaux de mer et certaines formations nuageuses t'indiquent que tu te rapproches d'une côte. La forme des vagues également peut te révéler des différences de profondeur, la présence de courants ou de récifs immergés. Les Vikings autorisèrent les premiers missionnaires à construire des églises, mais toutes leurs pratiques chrétiennes furent loin d'avoir du succès. Ainsi, les Vikings n'appréciaient guère les carillons des cloches. Si tu décides de te faire baptiser, on te donnera de nouveaux vêtements pour symboliser ta nouvelle vie. Voilà pourquoi certains Vikings se faisaient baptiser plusieurs fois de suite. Une légende raconte que Harald à la dent bleue, roi du Danemark, s'est converti au christianisme après avoir vu un évêque tenir dans sa main une barre de fer chauffée à blanc. Un jour de l'an 1000, les Islandais, qui siégeaient au Thing, faillirent se battre pour décider s'ils devaient, oui ou non, se convertir au christianisme. Le héros des lois se retira alors dans sa tente pendant une journée et une nuit entière, afin de peser le pour et le contre. Après réflexion, il exhorta les Vikings à se convertir, tout en continuant à vénérer leurs dieux païens en privé s'ils le souhaitaient.
Tout le monde fut satisfait de cette solution. Certains se firent immédiatement baptiser, mais d'autres prétextèrent que l'eau était trop froide. Ils préféraient attendre d'être de retour chez eux pour le faire dans leur source d'eau chaude. Les Vikings sont d'assez piètres docteurs. Voici comment ils soignent leurs malades. Tout d'abord, ils l'isolent dans une tente, ce qui est un bon moyen d'éviter tout risque de contamination. Néanmoins, ils laissent au malade de quoi se nourrir et se désaltérer, ce qu'il fera seulement s'il en a la force. Puis, il s'en désintéresse et l'abandonne à son sort. Ce sont là les seuls soins qu'il lui donne. Si c'est un esclave, il sera totalement livré à lui-même. Si par extraordinaire le malade a la chance de se rétablir, il rejoint ses compagnons. Mais s'il meurt, son corps est brûlé. En revanche, aux yeux des Vikings, le cadavre d'un esclave ne mérite pas d'être brûlé. Son corps est alors abandonné aux animaux sauvages et aux vautours. Quand un couple de Vikings se marie, le prétendant paye à son beau-père un prix convenu d'avance. En échange, il reçoit la dot de sa future épouse. Mais en cas de divorce, il devra lui rendre cette dot. Pour la cérémonie, les mariés joignent leurs mains et boivent la bière nuptiale en présence des témoins, qui conduisent ensuite l'époux dans le lit de la mariée. Si l'épouse n'est pas heureuse avec son mari, elle peut demander le divorce en faisant une déclaration devant des témoins. Un époux insatisfait agit de la même façon, mais lui, en plus, peut traiter ses servantes et ses esclaves comme des épouses. En l'absence de son mari, la femme viking assume toutes les responsabilités. Ici, elle surveille les travaux de la ferme. C'est elle qui conserve la clé de la réserve où l'on entrepose la viande, les tonneaux de bière et les autres provisions. Elle ordonne à un esclave d'emporter du beurre, du fromage et d'emporter 3 vaches pour les vendre au marché. Si des individus douteux s'approchent de la maison, l'épouse se charge de les chasser. Une fois le danger écarté, elle supervise le travail des femmes qui préparent le repas. Ensuite, elle raconte une histoire à toute la maisonnée rassemblée autour du feu. Pour faire le toit, le roseau est à coup sûr la meilleure couverture. S'il pousse aux alentours, c'est lui que tu utiliseras en priorité. Sinon, tu utiliseras de la paille ou de la bruyère. On cueille les tiges de roseau au bord des lacs et des rivières. Puis, on les attache en fagots et on les porte au couvreur. Le couvreur en fait alors des petites bottes qu'il aligne côte à côte sur les voliges qui forment la charpente. Le couvreur commence toujours son travail par le bord inférieur du toit et remonte ensuite jusqu'à son faîte. Finalement, il fixe chaque rangée de chaume à l'aide de fines branches de noisetier qu'il attache avec des brindilles. Voilà la tenue habituelle d'une femme viking. D'abord, elle enfile une longue chemise de toile finement plissée et à larges manches. Elle met par-dessus une chasuble plus courte dont elle attache les 2 pans avec des grosses broches ovales. Pour finir, elle se couvre d'un long châle de laine fixé sur le devant par une 3e broche. Voici une vue de Hedeby, une ville marchande avec son port en toile de fond. L'histoire de Hedeby commença en 808, quand le roi Godfred de Danemark détruisit la ville de Ririk, puis obligea tous ses marchands à s'installer à Hedeby. Un missionnaire du nom d'Ansgar, arrivé à Hedeby en 827, réussit à obtenir l'autorisation de construire une église. Mais bien peu de gens se convertirent au christianisme. Dans le courant du Xe siècle, le roi Harald à la dent bleue entoura la ville d'un rempart pour la protéger des envahisseurs. Mais en 1050, les Vikings de Norvège incendièrent Hedeby. 16 ans plus tard, elle fut à nouveau détruite par des Slaves appelés les Vénèdes. Le cuir est très utile. Il sert, entre autres choses, à la fabrication des chaussures, des ceintures et des harnais. Les maroquiniers les plus habiles savent comment travailler leurs matériaux pour fabriquer des articles tout à la fois solides et souples. Ils savent aussi leur donner un attrait esthétique en les décorant de motifs réalisés selon la technique du cuir repoussé. Voici un autre artisan qui travaille la pierre de savon. C'est une roche tendre que l'on trouve dans les carrières à l'état naturel.
Le sculpteur taille directement dans la paroi un bloc de roche selon la forme voulue, puis il le détache. Ensuite, l'artisan remporte chez lui les blocs de pierre de savon pour terminer son travail. Avec ce matériau, il va fabriquer des lampes, des marmites, des jattes, des contrepoids de métier à tisser ou des moules à métaux. Tu quittes Staraya Ladoga et tu remontes le fleuve dans des bateaux remplis de marchandises à vendre, des esclaves, du miel, de la cire et des fourrures. Arrivé à la source du fleuve, il faut hisser les bateaux sur la terre ferme et rejoindre un autre cours d'eau en direction du sud. À présent, tu atteins Kiev où beaucoup de Vikings se sont établis. Là, tu commences à négocier avec des marchands arabes qui sont venus pour vendre de la soie et des épices d'Orient. Tu peux même aller chercher fortune en descendant plus loin vers le sud, peut-être même jusqu'à la mer Noire, et de là atteindre la grande cité de Constantinople. Chez les Vikings, on est roi par la naissance, on ne le devient pas. Le roi doit être non seulement de lignée royale, mais en plus, il doit être reconnu par tous les chefs sur lesquels il exerce son autorité. Il récompense ses fidèles de leur loyauté en leur offrant de l'or, de l'argent et des terres. Quand des missionnaires veulent construire une église, le roi consulte alors le Thing à ce sujet. Ici, le roi rend visite aux chefs les plus puissants pour mettre au point une stratégie de défense de la région. Car un chef responsable d'un territoire frontalier vient de prévenir le roi qu'une invasion ennemie a eu lieu. Pour un roi, l'honneur est plus important que la vie. C'est lui qui prend la tête des opérations et souvent il meurt au combat. Le cléonnage et le torchis permettent d'isoler la maison de la chaleur et de l'humidité. Pour faire un cléonnage, il faut tailler ou élaguer des branches de noisetier. Cette taille donne des tiges plus fines et c'est justement ce qu'il faut. Quant aux branches plus grosses, elles doivent être fendues. Les branches de noisetier sont alors glissées entre des pieux, de la même façon que pour la construction des murs. Puis avec le torchis, qui est un mélange de boue et de paille hachée, on enduit le cléonnage, ce qui sert d'isolant et colmate les fissures. Les Vikings ne connaissent pas le savon, mais les femmes se servent de l'ammoniac contenu dans l'urine des vaches comme détergent. Elles plongent donc tous les vêtements dans l'ammoniac avant de les rincer à l'eau. Les villes furent créées pour que leurs habitants puissent y échanger tout ce dont ils avaient besoin. Les fermiers s'y rencontrent pour acheter et vendre du bétail, et c'est au marché qu'ils vendent leurs excédents de beurre, de fromage et de blé. On y trouve également des chaussures, des armes, des bijoux ainsi que des outils exposés sur les étals des artisans. Les marchands étrangers y vendent des produits exotiques comme le verre, le vin et la soie en provenance des contrées méridionales, ou de l'ivoire, des fourrures et des esclaves rapportés des contrées septentrionales. Sur le marché aux esclaves, on vend des prisonniers chrétiens, mais ils sont difficiles à vendre à l'étranger parce que les autres chrétiens refusent de les acheter. Pour fabriquer un objet même aussi ordinaire qu'un peigne en bois de renne, il faut faire preuve d'habileté et de patience. Le bois d'un renne te permettra d'obtenir un bon peigne bien solide. Tu vas commencer par couper un morceau de la ramure de la longueur désirée. Puis tu le fends en 2 plaquettes qui constitueront la poignée du peigne. Tu peux même ciseler ces plaquettes pour les orner d'un motif. Dans le reste du bois de renne, tu tailles des lamelles qui feront les dents du peigne. Après quoi tu perces des trous dans les lamelles et dans la poignée et tu fixes l'ensemble à l'aide de petits rivets en fer. Une fois que les lamelles sont bien maintenues entre les poignées, il est alors plus facile de scier chacune des lamelles pour leur donner la forme de dents. Ces membres d'une famille slave ou celte ont été capturés par des pirates vikings qui les vendront comme esclaves. Tous ces hommes, ces femmes et ces enfants sont emmenés enchaînés jusqu'au bateau des Vikings. Parfois, il arrive que l'Église rachète les chrétiens capturés afin de leur éviter l'esclavage. Mais durant leur transport vers d'autres marchés, les esclaves sont contraints d'effectuer des tâches très pénibles. Quelquefois, au cours de leur périple à l'étranger,
les Vikings échangent leurs esclaves contre d'autres produits. Ou bien, ils les vendent dans une de leurs villes marchandes, comme Hedeby. L'honneur. Il n'existe pas de pire honte pour un Viking que de faire preuve de lâcheté. Un Viking doit être prêt à combattre quiconque offense sa famille ou lui-même. Il prête serment de loyauté à son chef et fait tout ce qui est en son pouvoir pour le protéger. D'ailleurs, un Viking ne se rendra jamais et préférera combattre avec ses compagnons jusqu'à la mort. La générosité. Pour les Vikings, donner est le signe d'un cœur noble. C'est pourquoi les rois et les chefs récompensent leurs compagnons d'armes en leur offrant des présents. Même les plus pauvres sont généreux. En tant que Viking, tu dois accorder hospitalité et protection aux voyageurs. Et qui sait, tu auras peut-être toi aussi besoin qu'on te rende un jour l'appareil. La vigilance. Le danger n'est jamais bien loin. Un voisin en colère peut venir crier vengeance, des pirates peuvent attaquer, ou bien il peut aussi y avoir une invasion ennemie. Tu ne vivras pas bien vieux si tu ne te tiens pas sur tes gardes. Le proverbe dit « Un homme averti ne doit jamais se séparer de ses armes ». L'amitié. Les amis prêtent solennellement serment de loyauté en se serrant la main. Ce rituel les unit comme les membres d'une même famille. Les membres de groupes plus importants se serrent également la main avant de créer une compagnie qui poursuivra les mêmes objectifs, comme par exemple celui de se lancer dans une expédition guerrière. Être sans pitié. Les Vikings se montrent sans pitié à l'égard de leurs ennemis. Ils ne font pas non plus grand cas à des nourrissons faibles et souffreteux. La preuve en est qu'un jour, durant une famine en Islande, on jeta du haut des falaises les vieillards et les malades. Les Vikings n'ont pas les moyens de faire du sentiment. Une justice sommaire. Il arrive que les conflits se règlent par les armes. Lorsqu'un duel a lieu, les adversaires se donnent rendez-vous au croisement de 3 routes. Là, ils se battent à l'épée et au bouclier. Mais comme les boucliers en bois cassent facilement, chacun est autorisé à en avoir 3. Les Vikings considèrent que le vainqueur du duel est sans conteste le plus valeureux. Les sagas vikings racontent qu'un certain Bjarni, détourné de sa route par les vents alors qu'il se dirigeait vers le Groenland, aperçut le premier la côte américaine, en 986. Mais Bjarni n'accosta pas et rebroussa chemin. Plus tard, dans les années 990, Leif le Chanceux, fils d'Éric le Rouge, acheta le navire de Bjarni et partit à la recherche de cette terre inconnue. Un jour donc, il arriva quelque part dans la région du Labrador et poursuivit en direction du sud jusqu'à ce qu'il atteigne une terre couverte d'une végétation luxuriante et aux eaux riches en saumon. Il décida de s'y installer pour l'hiver et envoya des membres de son équipage en exploration. L'un d'eux revint avec une nouvelle incroyable. Il avait trouvé de la vigne sauvage qui poussait tout alentour. Ils baptisèrent alors cette terre Vinland, c'est-à-dire le pays du vin. De retour au Groenland, Leif raconta sa découverte, ce qui suscita chez bon nombre de ses compatriotes l'envie de partir s'y installer. D'ailleurs, un dénommé Thorfinn tenta de coloniser cette terre, mais les Vikings ne purent rester que 3 ans en Amérique avant d'être chassés par les indigènes qui leur étaient hostiles. Les sagas racontent les légendes des divinités vikings. Par exemple, Odin fit don aux hommes de la poésie et leur révéla la magie des runes. C'est au cours de sa quête de la sagesse qu'il perdit un œil. Frigg est l'épouse d'Odin. Elle possède son propre palais où, assise à son rouet, elle déroule son fil et tisse les nuages. Quant à Loki, c'est un dieu méchant qui peut changer d'apparence comme il veut. Un jour qu'il s'était transformé en jument, il donna naissance à Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Loki représente le mal. À cause de l'un de ses mauvais tours, Baldur, que tous les dieux adoraient, fut tué par une flèche de gui. Les blessures de guerre peuvent être d'une extrême gravité. Imaginons qu'à l'occasion d'une expédition guerrière, les Vikings se heurtent à la résistance ennemie et qu'un Viking soit blessé par une lance. Ses compagnons vont le ramener au camp. Puis, après avoir nettoyé la plaie,
ils font avaler au blessé une bouillie d'oignons. En fait, la bouillie n'a pas pour but de le nourrir. C'est simplement un moyen pour ses compagnons de savoir s'il existe le moindre espoir de guérison. En effet, si la plaie dégage une odeur d'oignon, cela signifie que l'estomac a été percé et qu'il s'agit d'une blessure mortelle. C'était en 982, en Islande. Suite à une altercation, Éric le Rouge, un colon originaire de Norvège, tua l'un de ses voisins, un fermier. Il fut alors convoqué devant le Thing et les 36 juges présents le condamnèrent à 3 ans d'exil. Éric partit donc au loin avec quelques compagnons. C'est ainsi qu'ils découvrirent une terre glacée où ils s'installèrent. Éric le Rouge appela cet endroit Groenland, qui signifie la terre verte, bien qu'elle ne fût pas spécialement verte. Mais il avait l'espoir que ses compatriotes le rejoindraient, ce que d'ailleurs ils firent quelques années plus tard. Durant ta longue traversée maritime pour te trouver une nouvelle maison, tu dois dormir où tu peux, à l'abri sous des peaux de bêtes, car il n'y a rien d'autre pour te protéger des tempêtes. Lorsqu'enfin la terre est en vue, tu jettes par-dessus bord les poteaux du poste de vigie. C'est un rituel extrêmement important. Comme tu le verras plus loin, les poteaux t'aideront à choisir l'endroit où tu installeras ta nouvelle maison. Ton voyage est à présent terminé. Tu débarques donc les bêtes, tu les conduis dans un endroit sûr et tu finis de décharger le navire. L'une des premières choses dont tu auras envie, c'est un bon repas chaud, car il est impossible de cuisiner à bord du bateau. Dans les premiers temps, tu devras vivre sous une tente. Si tu n'en as pas apporté, tu peux en monter une en te servant de branches d'arbres et de peaux d'animaux. Tu te souviens des poteaux que tu as jetés par-dessus bord tout à l'heure ? Eh bien, conformément à la volonté des dieux, tu vas construire ta nouvelle ferme là où les poteaux se sont échoués. Les Vikings, qui vivent sous les latitudes glacées du Nord, apprécient les bains de vapeur. Un bâtiment distinct est d'ailleurs consacré aux bains. Il est équipé au centre de conduites d'eau et d'un foyer où l'on chauffe les pierres. Lorsque les pierres sont brûlantes, on jette de l'eau dessus. La vapeur envahit alors toute la salle. En fait, le principe consiste à rester assis et à transpirer sous l'effet de la chaleur environnante. Si tu apprécies les températures très élevées, tu peux t'asseoir sur un banc adossé au mur et pourquoi pas te fouetter avec des rameaux de feuillage. Cette méthode active la transpiration en dilatant les pores de la peau. Enfin, pour finir, tu sors et tu te roules dans la neige pour te revigorer. Frileux s'abstenir. Après une naissance, ce sont les autres femmes de la maison qui s'occupent de la mère. Elle lave le nouveau-né et le porte à son père. Si le bébé est fort et bien portant, le père s'en réjouit. Il asperge l'enfant avec de l'eau et lui choisit un prénom. Cela signifie qu'il accepte l'enfant dans sa famille. Mais dans le cas contraire, le père peut considérer que le bébé ne mérite pas de grandir. Il ordonne alors à une servante de le déposer dans la nature où il n'aura guère de chance de survivre.